Voilà. Prompteur, caméra, retour. 6-0. 6-0 pour Mercedes. Et encore, c'était pas sûr vu la fin de course qui était tendu, mais tendu. Salut à tous. Pas de nouveau doublé, certes pour Mercedes, mais on a eu une course bien animée dans les rues monégasques. Et quand je dis animé, il n'y avait pas que pendant la course. Vous regardez le débriefing des Formule 1 sur le Grand Prix de Monaco. Motor. Ce sixième rendez-vous n'a pas manqué de piquant. Et l'apôtre a parlé dès la qualification, dès la Q1. Mais pas dans le bon sens. Les chronos se sont améliorés très vite et les premiers de la séance ont presque fini dans le fond du classement. Avant de remonter, bon pas très haut pour certains, mais ils ont quand même remonté. Tous. Sauf un pilote, car son équipe avait vu large et aussi... Oui, vous m'avez compris. Je parle de Charles Leclerc éliminé dès la Q1. Reste zen, Adrien. Reste zen. Putain, Ferrari! Leclerc éliminé de la Q1. À Monaco en plus. Chez lui. Mais non. Mais Ferrari en a rien à foutre, car je sais pas. Mais non. Ferrari, on n'avait rien à faire de Leclerc. Il fallait s'occuper du pilote numéro 1. Et c'est pas Charles. Pardon, mais leur pilote numéro 1 en qualification, même pendant ce week-end, il a fait sa grosse buse. Et ça se ressent depuis le début de la saison. Ça, c'est encore pire. Parce qu'avant, il avait Kimi Raikkonen comme coéquipier. Donc, il était au calme. Je vais être champion le coude à la portière. Salut Mercedes. Et maintenant que son coéquipier est un jeune loup aux dents longues, eh bien, Sébastien Vettel... oui, je parle de lui, tiens. Vettel, il est dans la merde. Il est en mode... Il commence à me faire chier, ce petit monégasque. Je vais lui montrer qui c'est le patron dans l'équipe. Oui, je sais, l'accent allemand, je le maîtrise pas du tout, comme les autres. Bon, déjà, une connerie en libre 3 à Sainte-Dévote. C'est une habitude chez pilote Ferrari de se planter à cet endroit-là. Il va toucher le rail 2 fois pendant la qualification, en Q1 et puis en Q3. Il ne sera pas à la hauteur Vettel. Il va même partir quatrième. Il sera derrière Max Verstappen sur la grille et les deux Mercedes qui scrutent encore une fois la première ligne. Quand même, le truc qui me pose souci, c'est pour Charles Leclerc. Pourquoi Ferrari ne l'a pas renvoyé sur la piste pour la Q1? Alors, ils ont expliqué qu'ils ont fait une erreur de jugement. Comme si c'était la première, tiens. Donc, ils ont mal jugé le chrono butoir qui est calculé en temps réel avec les autres pilotes en piste où il y a une marge de sécurité. Si haut que l'on soit assis, comme le disait si bien mon... Ils nous ont dormi. Ils ont cherché des excuses. Et ils nous fatiguent. Et de mémoire, ça devait être le jeudi ou le vendredi, ils avaient donné un cours de stratégie pendant le Grand Prix. Pléonasme. Avec tout ça, je sais même pas si j'ai parlé de la pole. Non, j'en ai pas parlé. Et pourtant, le chrono de la pole position a chauffé avec un 1 minute 10 secondes 618 millièmes pour Verstappen en Q2. Pour l'instant. Et puis le chrono final, celui de la pole position, 1 minute 10 secondes 166 millièmes pour Lewis Hamilton. Jamais une Formule 1 n'a tourné aussi rapidement dans les rues de Monaco. Jamais.
Quelques bonnes performances aussi à signaler sur la grille. Déjà Daniel Ricciardo, 5ème, et vainqueur l'an passé dans les roues monégasques. Et aussi les 2 Toro Rosso, très bien placés sur la grille. Elle marche bien finalement cette équipe. Avec de plus un Alexander Albon qui commence à confirmer ses belles performances course après course. Au passage, c'est la 77e pole position pour Lewis Hamilton. Michael Schumacher en est à 91. Ça commence à se rapprocher tout doucement mais sûrement. Et qu'en est-il de la course? Ah bah le départ de celle-ci était calme, ce qui commence à être une habitude depuis quelques temps. Mais derrière, Charles Leclerc va commencer sa remontée. Même s'il coupe involontairement le premier virage, on l'excuse. Il va revenir doucement sur Romain Grosjean pour leur tenter un magnifique dépassement sur la Haas à la rascasse. Oh, c'était magnifique. C'était incroyable. Même si Grosjean ira dire que c'était kamikaze comme manœuvre, ah bah celle-ci, elle était superbe. Mais bon, le problème de la rascasse, ben ça passe pas tout le temps, hein. Leclerc voudra retenter la même manœuvre sur Nico Hülkenberg. Ah mais cette fois, ça ne passera pas du tout. Il va toucher le rail avec sa roue arrière droite. Il est déséquilibré, il va toucher un peu la Renault. Tout est à recommencer. Il reprend sa course, mais sa faute va lui entraîner une crevaison. Tant pis, il doit rentrer au stand et il va pas faire semblant. Il se presse, son pneu qui a crevé va partir en lambeaux, détruire son fond plat et laisser les morceaux sur la piste. Par contre, je sais pas si je prends un risque si je compare ce comportement à Gilles Villeneuve à une certaine époque. Je reste prudent dessus. Et donc, vu les débris que la Ferrari nous a soumis sur la piste, eh bien la direction de course n'a pas le choix, elle décide de sortir la safety car. Cela va entraîner les premiers arrêts au stand, et ce sont les leaders qui vont commencer à ouvrir le bal. Un nouveau double arrêt pour Mercedes bien exécuté. GG, ça l'aurait pu l'être encore mieux si Red Bull, une action in extremis, n'avait pas renvoyé Verstappen sauvagement. Résultat, ce dernier va s'appuyer sur Valtteri Bottas à la sortie de son emplacement, qui ira toucher le mur. Bottas, il va toucher le mur et casser une jante. Et du coup, deuxième arrêt pour le pilote finlandais qui a failli tout perdre dans cet accident. La pagaille se tasse, on reprend tous ses esprits et la course repart. Et ça sera la seule intervention de Bernd Mailander en piste. On aurait pu en avoir une deuxième après que Antonio Giovinazzi envoie en tête à queue Robert Kubica. Et pas n'importe où, Jules de Nomil à la rascasse. Et voilà, Mick Schumacher approuve la manœuvre. Bon, si le pilote italien va y couper d'une pénalité de 10 secondes pour sa bévue, Max Verstappen, lui, va y couper de 5 secondes pour la bévue de Red Bull. Ouais. Si on devait suivre une certaine logique, je pense que l'inverse aurait été plus cohérent pour les deux actions. Bon, pousser une voiture, bon ça va, ça arrive de temps en temps, hein. Même si c'est une Williams. Mais ce qui était sûrement le plus dangereux sur les deux manœuvres, c'est ce qui s'est passé dans les stands. Mais non. Je comprends pas. Pourtant c'était Mika Salo en commissaire pilote, et c'est pas entendre. C'est quand même cher payé pour une Williams en tête à queue, non? Bon, Stroll aussi aura 5 secondes de pénalité, mais on s'en fout. Et en plus, il respecte même pas les drapeaux bleus, hein. Ça c'est encore pire. Ah bah, Bottas et Vettel ont failli percuter. Ils ont dit, merde, c'est quoi la voiture sans permis? Ah non, c'est Stroll. Oh bah, je l'ai pas reconnu. La course se poursuit, doucement, et on va arriver à un tournant de cette dernière quand Hamilton va commencer à douter de ses pneus pour la suite de la course. Avec son arrêt, il est reparti en médium. Mais l'anglais aurait préféré repartir en dur. Et là, deux problèmes vont se poser pour lui. Bah, le premier, c'est de savoir où il repartira s'il devait faire un deuxième arrêt. Chose qui n'était pas prévue par Pirelli, vu que le manufacturier italien en prévoyait qu'un seul. Et le deuxième problème,
c'est ce qu'il y a derrière Hamilton, c'est Max Verstappen. Et c'est sûrement ce qui va poser le plus gros souci. Est-ce qu'on laisse Verstappen derrière ou on le laisse passer? Dans les deux cas, si je laisse Verstappen derrière, il va tout faire pour passer. Et si on laisse passer Verstappen, il va tout faire pour s'échapper. Même si le pilote hollandais aura 5 secondes de pénalité à la fin de la course, s'il ne s'arrête plus bien sûr, qui pourrait lutter avec lui pour la gagne de la course. Même si Hamilton s'arrête bien plus tard, Vettel... Merde, d'où Vettel? Ah oui, il est là-bas, j'ai pas vu. Excusez-moi. Hamilton n'a pas le choix, il doit laisser Verstappen derrière lui. Et pourtant, le pilote anglais va douter, mais vraiment, il va douter de sa gomme. Ah franchement, il pose des questions à son équipe. Il sait pas, il leur demande, il pose des questions. Il s'énerve même. Ce qui est vraiment rare de voir Hamilton s'énerver en course. Et il faut dire que ses pneus n'étaient pas beaux à voir. On aurait dit la gomme du même Grand Prix, mais en 2005. À une époque où le changement de pneus était totalement interdit. Et c'est à ce moment précis que commence le duel Hamilton-Verstappen pour la victoire. Et le pilote Red Bull, il est là, collé au basque de Lewis Hamilton, mais il n'arrive pas à passer. Il va malgré tout tenter une attaque après le tunnel. Ça va se conclure par une touchette. Presque 3 fois rien, et les pilotes sont tirés indemnes. De toute la course que j'ai pu voir, le seul endroit où Verstappen aurait pu passer, c'est au Loves. C'est bien simple, sa voiture était excellente dans cette portion de la piste. Très sinueux, on descend vers Mirabeau, on passe au Loves. L'entrée du tunnel, c'était le meilleur endroit pour passer. Il n'y avait que là, parce qu'ailleurs, mais la Mercedes reprenait le dessus, mais partout. Elle était performante à chaque sortie de virage, à chaque ligne droite. Il fallait voir comment elle filait dans le tunnel. Mais elle filait, c'est le mot, elle motrissait partout. Même si les deux pilotes avaient activé à la demande de leur équipe leur mode qualif, rien n'y changera. Et le résultat de la course, eh bien Lewis Hamilton signe une 3e victoire sur le rocher monégasque et une 6e victoire pour Mercedes en 6 courses. 6-0, je rappelle, mais pas de nouveau doublé. Tant pis. Sébastien Vettel va sauver un week-end bien cauchemardesque pour la Scuderia avec une 2e place. Après le triste abandon de Charles Leclerc. Il paraît qu'on a retrouvé le corps de Horrupteur noyé dans le port de Monaco, entre 2 yachts. 3e sur le podium, Valtteri Bottas, qui sauve quand même les meubles après ses péripéties. Et du coup, on va retrouver Max Verstappen 4e après sa pénalité. Oui, là il pourra dire merci à son équipe. 4e devant Pierre Gasly, son coéquipier, qui a pu d'ailleurs profiter de la safety car pour gagner quelques places et aussi signer le meilleur tour à la fin de la course. De bonnes performances pour le Normand, tout comme les pilotes Toro Rosso. J'en parlais au début, très bien qualifiés. Daniel Kvyat et Alexander Albon de nouveau dans les points. Ils ont bien scoré à Monaco. Le tracé correspondait bien à la voiture. Et qui dit bonne performance, on dit une moyenne pour Daniel Ricciardo Renault, qui était qualifié 5e. Mais bon, l'équipe française s'est fait piéger par un safety car, et résultat, ça a ruiné la course de ces 2 pilotes. Hülkenberg doit terminer assez loin, je crois. 11e ou 12e, je sais plus. Mais Daniel Ricciardo va remporter seulement 2 points. Pour résumer la course, dans son ensemble, elle était excellente. On a eu une bonne course quand même. Déjà mieux que celle de l'an passé, en tout cas. Bon, je pense qu'on aurait bien voulu un autre résultat pour Charles Leclerc, mais bon, il n'en fait rien. En tout cas, c'était bien serré pour la gagne. C'était pas encore sûr jusqu'au drapeau à damier,
Oui, c'est osé. Ah bah si, si, c'est vrai. Voilà, il y en a qui n'aiment pas le circuit de Monaco parce que ils trouvent cette course monotone, c'est une sieste, tout le monde tourne en rond, il se passe rien. C'est un tracé d'un autre temps, il y a du bling bling, tout ça. Et ben Monaco, c'est quand même l'une de mes courses préférées. Déjà parce que j'ai pu la vivre en 2008, dans le public au niveau du virage du tabac. Ah, c'est très impressionnant quand vous voyez toutes les voitures débouler à cet endroit-là. Et, ouais, et je pense aussi que c'est un beau juge de paix. Déjà parce que c'est technique, on est très près du rail. On peut aller même lui faire un petit bisou pour trouver la meilleure trajectoire. Et donc, si vous enlevez le côté glamour bling bling, eh ben le tracé en vaut autant. Mais sincèrement, il vaut pas le tracé de Pau. Le tracé urbain de Pau, hein. Pas le circuit de Pau-Arnos. Pas déconner non plus. Résultat, la course s'en sort avec un 7 sur 10. Ce qui est correct pour une course dans les routes de Monaco. Et en plus, on a aussi eu de belles courses support ce week-end. Apparemment, parce que Canal n'a même pas diffusé à la part chez la Formule Renault. Comme ça, les mecs. Allons jeter un œil au classement pilote. Eh bien, les pilotes Mercedes sont toujours devant. 17 points séparent Lewis Hamilton de Valtteri Bottas. Sébastien Vettel reprend la 3ème place à Max Verstappen pour 4 points. Derrière Verstappen, on retrouve Leclerc, Gasly, Sainz, Magnussen, Perez et Raikkonen. En deuxième partie du tableau, Lando Norris remonte devant Daniel Kvyat et Daniel Ricciardo, tout comme Alexander Albon qui passe Nico Hülkenberg. Romain Grosjean ramène un point de plus à son classement. Giovinazzi et les pilotes Williams toujours à 0. Du côté du classement constructeur, c'est toujours un gouffre entre Mercedes et Ferrari. 257 points pour l'équipe allemande contre 139 Red Bull qui remonte d'ailleurs sur Ferrari avec 110 points. As et Toro Rosso sont à égalité avec 16 points. Renault toujours dans le fond avec Alfa Romeo. Williams toujours le compteur à 0. Ça va toujours pas mieux pour l'équipe de Grove. Même si George Russell a terminé 15ème de la course. Mais c'est toujours pas des points. Ça devient triste. Et bah cette vidéo se termine, mais avant de se quitter, un dernier hommage à un grand nom de la Formule 1 qui nous a quittés en début de semaine. Je veux parler de Niki Lauda, qui fut l'un des plus grands pilotes de sa génération. J'ai pas vraiment connu pendant sa carrière active. J'aurais bien voulu le voir en duel, surtout face à James Hunt et Alain Prost pour la lutte des titres champion du monde. Pour l'époque, l'Autrichien qu'on surnommait l'ordinateur, ce qui était un peu dommage de ce nom-là, parce que d'après tous les commentaires qu'on peut entendre depuis cette semaine, c'était pas vraiment un ordinateur, mais plutôt une personne très attachante qui savait faire la différence entre le professionnel et la vie normale. Sur 171 départs, il aura décroché 25 victoires pour 24 pole positions, avec 54 podiums de sa carrière. Ce qu'on retiendra de sa vie, ça sera surtout son terrible accident sur Undershelf pendant le Grand Prix d'Allemagne 76, où il a survécu miraculeusement. Après être sorti de la piste, sa voiture partit en feu. C'est des images, quand on les voit encore aujourd'hui, on se dit mais aujourd'hui ça serait plus pareil, mais c'est toujours très impressionnant de voir ces images et se demander mais comment il a pu faire pour survivre à ça. Mais le plus spectaculaire encore avec cet accident, c'est quand il reviendra après avoir raté seulement 2 grands prix dans ce calendrier 76, où il va faire son retour sur le circuit de Monza. Il ne marquera que quelques points, mais il surprendra tout le monde, déjà pour être arrivé à la fin de la course. C'est une figure qui va beaucoup manquer au paddock, et surtout à Mercedes, parce que Lauda a quand même contribué à la réussite de l'équipe allemande, qui est allé chercher Lewis Hamilton, qui conseillait beaucoup Toto Wolff. C'est un grand monsieur
que l'on ne verra plus dans le paddock. Il va nous manquer. Il va beaucoup nous manquer. C'est la fin de la vidéo. Rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine course. Ce sera au Canada, sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal. La vidéo, vous la partagez, vous la commentez, vous retrouvez le débriefing et sur tous les réseaux sociaux. Merci, bravo, Dan Kalnicki.